La ville de Seattle, dans l'État de Washington, domine une région de collines et de lacs. Elle est célèbre pour sa tour appelée Space Needle, qui semble toucher le ciel. Seattle est un pôle industriel de premier plan en Amérique du Nord, actif 24 heures sur 24. À l'image de son port, sillonné de remorqueurs, de son équipe de football aux nombreux supporters, et de ses ingénieurs intrépides qui travaillent à des hauteurs vertigineuses. C'est ici qu'un grand producteur de bois nommé William Edward Boeing s'est pris de passion pour l'aviation. Que des géants de l'informatique ont débuté leur carrière et qu'un petit café de quartier a donné naissance à une multinationale. Seattle est réputé pour son climat pluvieux. Pourtant, ses habitants privilégient les activités de plein air. Ils naviguent sur les lacs, escaladent les montagnes et se mesurent aux sommets enneigés et aux glaciers qui les entourent. À la nuit tombée, cette ville portuaire s'illumine de mille feux. Des lueurs des bateaux longeant ses quais, aux éclairages artistiques de ses monuments comme le Jardin de Verre, la ville se pare de lumière. Bienvenue à Seattle. Des premières lueurs de l'aube aux derniers rayons du crépuscule, une forme étrange domine le ciel de Seattle. La Space Needle, l'aiguille de l'espace, porte bien son nom. De loin, elle ressemble à une soucoupe volante. Son entretien nécessite d'effectuer des opérations de maintenance périlleuses au sommet de la tour. Il est 9h48 et un ingénieur commence sa journée par une ascension qui en ferait défaillir plus d'un. Il doit se hisser jusqu'à la pointe de la flèche qui surplombe la tour pour changer une ampoule. Pour des raisons de sécurité, ces ingénieurs travaillent toujours en binôme. Le premier escalade la flèche pendant que l'autre le surveille. Le seul moyen d'accéder au sommet est de gravir très lentement les échelons. La Space Needle est la construction la plus célèbre de Seattle. Avec ses longs piliers en béton, sa tête en forme d'ovni et la flèche qui la coiffe, elle est l'emblème de la ville depuis plus de 50 ans. Lors de sa construction en 1962, elle est la pièce maîtresse de l'exposition universelle. Elle incarne les avancées scientifiques et technologiques qui caractérisent alors Seattle et le rôle que la ville pourrait jouer dans l'avenir de l'aérospatiale. Les investisseurs à l'origine de la Space Needle voient les choses en grand. À l'époque, Seattle possède déjà le plus haut gratte-ciel de la côte ouest. La Smith Tower domine toujours Pioneer Square du haut de ses 140 mètres. Elle est achevée en 1914 à la demande d'un entrepreneur qui a fait fortune dans la vente d'armes et de machines à écrire. Tous les étages de la Smith Tower sont occupés par des bureaux, à l'exception du dernier, sous le toit pyramidal, réservé à un penthouse résidentiel. Lors de la genèse de la Space Needle, ces constructeurs ont pour ambition de dépasser la Smith Tower.
Un premier projet représente une tour en forme de montgolfière. C'est finalement le dessin de la soucoupe volante qui l'emporte. La tour est construite en un temps record de 400 jours. Elle est inaugurée le 8 décembre 1961, juste à temps pour l'ouverture de l'exposition universelle en avril de l'année suivante. Sa hauteur totale est de 185 mètres. La tour est un bijou de technologie. Son restaurant au sommet effectue une lente rotation pour permettre aux visiteurs d'admirer tout le panorama sans se déplacer. Chaque jour, des milliers de curieux montent sur ce pont d'observation pour profiter d'une vue à 360 degrés sur Seattle et le détroit de Puget. Mais ils ne voient pas ce qui se passe au-dessus de leur tête. L'ingénieur est maintenant à mi-chemin de son ascension. La tour est conçue pour résister à des rafales de 300 km/h. Chaque fois que la vitesse du vent augmente de 15 km/h, la Space Needle oscille de 2,5 cm. De quoi donner le mal de mer. Les jours de grand vent, c'est comme être suspendu au mât d'un bateau en pleine tempête. Une fois arrivé au sommet, l'ingénieur accroche solidement son harnais au parapet. Il est ainsi suspendu à 185 mètres au-dessus de la ville. En 1962, une torche alimentée au gaz naturel a brûlé sur le toit pendant toute l'exposition universelle pour incarner ce qui était alors considéré comme l'avenir de l'énergie. La torche a depuis été remplacée par une balise lumineuse qui permet aux pilotes d'hydravions comme celui-ci d'esquiver la flèche lorsqu'ils viennent se poser sur le lac Union. Voilà pourquoi cette balise doit fonctionner sans faille 24 heures sur 24. À Seattle, le temps est souvent très nuageux. La flèche de la tour est régulièrement plongée dans le brouillard et l'air salin du détroit de Puget. La lanterne de la balise doit donc être entretenue pour éclairer pendant au moins 1 an de plus. La mission de l'ingénieur est enfin terminée. Pour ceux qui n'ont pas le vertige, c'est sans aucun doute la vue la plus imprenable de la ville. Vue du ciel, l'agglomération de Seattle ressemble presque à une île. Elle est située sur le détroit de Puget, un vaste réseau de voies d'eau intérieures qui débouche sur le Pacifique. Le fleuve Duwamish sépare le quartier de West Seattle du reste de la ville. À l'est s'étend une immense étendue d'eau douce, le lac Washington. Et au centre, le lac Union se trouve entièrement dans les limites de la ville. Beaucoup d'habitants du Grand Seattle doivent franchir d'immenses étendues d'eau pour se rendre dans le centre-ville. Certains empruntent les 2 ponts qui enjambent le lac Washington. « 75 000 habitants utilisent chaque jour le réseau de ferry le plus étendu des États-Unis pour aller travailler. Il est impossible de manquer ces grands ferrys verts et blancs qui laissent dans leur sillage une longue traînée d'écume. De nombreuses îles du détroit possèdent une gare maritime ou un petit embarcadère. Celui de l'île Bainbridge, à quelques kilomètres de Seattle, est le plus fréquenté.
17 000 passagers transitent à Winslow tous les jours. Il faut environ 1 heure pour rejoindre le centre-ville en ferry. À l'heure de l'ouverture des bureaux et administrations, les passagers déferlent par milliers dans le quartier d'affaires. Tandis que certains commencent leur journée de travail, d'autres envahissent les rues et les allées du marché de Pike Place. Ce marché de producteurs est réputé pour ses étals de poissons, mais aussi pour son café. Tous les matins, des centaines d'amateurs de café poussent la porte du tout premier Starbucks. C'est l'un des sites les plus visités de Seattle. En 1971, 3 amis ouvrent un petit café ici et lui donnent le nom d'un personnage du roman Moby Dick d'Herman Melville et choisissent une sirène en guise de logo. Leur objectif est de vendre des grains fraîchement torréfiés ainsi que des machines à café. En 1987, un autre propriétaire de café de la ville, Howard Schultz, rachète Starbucks. Il commence à diversifier la vente de boissons à base de café en s'inspirant de ses voyages en Italie. En 1992, la société entre en bourse. La franchise compte désormais 28 000 points de vente répartis dans plus de 75 pays. Le succès de la marque attire de nombreux voyageurs, comme en témoigne la file d'attente devant le café. Pour faire venir le café de 4 continents, le torréfier et le distribuer dans le monde entier, Starbucks compte sur une chaîne d'approvisionnement très élaborée. Des conteneurs maritimes standardisés comme ceux-ci rendent ces opérations possibles. Rien d'étonnant à ce que le siège de l'entreprise se trouve juste à côté du port de Seattle. Pour rendre hommage au rôle capital joué par le transport maritime, certains conteneurs ont été convertis en coffee shop. Toute la journée, les automobilistes font la queue à ce café Drive. Ces cafés conteneurs témoignent de la réussite commerciale de la chaîne. La ville de Seattle réserve bien des surprises, dans ses rues, mais aussi sur les toits de ses immeubles. Du sommet de la Space Needle, il est possible d'apercevoir des habitants cultivant leur jardin. Un spectacle pour le moins surprenant en plein quartier d'affaires. Ces 98 jardinets se trouvent sur le toit d'un parking à plusieurs étages, situé dans Mercer Street. Seattle compte désormais plus de 80 jardins ouvriers gérés par la municipalité. Mais ceux-ci ne sont pas comme les autres. Une vieille caravane a été transformée en cabane à outils pour les 98 propriétaires des parcelles. Et cette Ford Galaxy de 1963 a été recyclée en bac à fleurs géant. L'espace est limité dans les rues de Seattle et aujourd'hui, les toits sont réquisitionnés pour toutes sortes d'activités, du jardinage au yoga. À l'heure du déjeuner, les employés d'Amazon investissent les terrasses sur les toits des immeubles de l'entreprise. Ces esplanades et jardins sont une nouvelle version de l'open space. De plus, ces toits ne sont pas exclusivement réservés aux humains. Plus de 4000 employés emmènent leurs chiens au travail. Voilà pourquoi cette terrasse au 17e étage du Doppler Building a été transformée en parc à chiens. Le lieu a même été agrémenté de faux gazons et de bouches à incendie pour reproduire l'illusion de la rue, 45 mètres plus bas. L'essor des entreprises de nouvelles technologies stimule l'industrie du bâtiment à Seattle. En 2017, il y avait plus de grues ici qu'ailleurs aux États-Unis pour la 2e année consécutive.
Les chantiers se concentrent dans le quartier de South Lake Union. C'est le site du vaste campus urbain d'Amazon, qui devrait bientôt compter plus d'1 million de mètres carrés de bureaux. La société a même repris des bâtiments utilisés par la plus grosse entreprise de la région, Microsoft. Au cœur du campus se dresse une nouvelle construction appelée les sphères. Ces coupoles en verre abritent près de 40 000 variétés de plantes, de nombreux arbres et même des chutes d'eau. Les employés sont invités à se rapprocher ainsi de la nature, tout en s'inspirant de l'architecture futuriste. À quelques rues de là, près de la Space Needle, se trouve le siège d'une importante organisation caritative, la fondation Bill et Melinda Gates. Le cofondateur de Microsoft et son épouse l'ont créé en 2000. À l'intérieur de ces bâtiments en forme de boomerang, la fondation soutient des projets internationaux touchant à la santé publique, à l'éducation ou encore à la lutte contre la famine et la pauvreté. D'autres milliardaires choisissent de dépenser leur fortune tout à fait autrement. Il est 12h25 et une foule se rassemble sur les rives du lac Washington. Ce complexe au bord de l'eau est le centre d'entraînement des Seattle Seahawks. Pendant plus de 20 ans, cette équipe de football américain a appartenu à l'autre cofondateur de Microsoft, Paul Allen, mort en octobre 2018. Il vivait tout près du centre d'entraînement, dans cette propriété au bord du lac, et possédait même un héliport flottant amarré à son ponton privé. Sur la rive ouest du lac Washington, les habitants de Seattle viennent se promener dans un parc urbain unique au monde. Il se trouve sur le site d'une ancienne base aérienne de la marine, appelée Sandpoint. Cette installation, composée de 12 sculptures, est l'œuvre de l'artiste Douglas R. Hollis et date des années 80. Mais ceux qui viennent s'asseoir parmi ces drôles d'arbres métalliques ne sont pas là pour regarder, mais pour écouter. L'œuvre a pour nom Sound Garden, le jardin des sons. Ces sculptures agissent comme des tuyaux d'orgue. Quand le vent souffle, même faiblement, elles produisent d'étranges murmures, des craquements, des sifflements et des notes. En 1984, des musiciens de Seattle forment un groupe de grunge et le nomment Soundgarden, en référence à ce jardin. La scène musicale de Seattle est célèbre dans le monde entier, notamment en raison d'un autre groupe de grunge devenu culte, Nirvana. Le chanteur du groupe, Kurt Cobain, vivait dans cette villa non loin des rives du lac Washington. C'est ici qu'il s'est donné la mort en 1994, à l'âge de 27 ans, 7 ans après la formation de Nirvana. Aujourd'hui, les fans viennent rendre hommage à leur idole sur ce banc situé près de l'ancienne propriété du chanteur. L'histoire de la musique grunge à Seattle est racontée dans ce bâtiment de forme étrange au sein du Seattle Center. Le musée de la culture pop, aussi appelé Mopop, a été créé en 2000 à l'initiative de Paul Allen. À l'intérieur sont exposés plus de 200 objets ayant appartenu au groupe Nirvana, ainsi que la plus importante collection au monde consacrée au chanteur et guitariste Jimi Hendrix. Il est né à Seattle en 1942. Le bâtiment est l'œuvre de l'architecte Frank Gehry, qui dit s'être inspiré de la forme d'une guitare. Mais il est loin de faire l'unanimité. Un journaliste du New York Times l'a même comparé à un monstre marin échoué sur une plage.
C'est pourtant devenu l'une des attractions phares de la ville et aussi l'une des plus colorées. L'histoire de la musique est omniprésente à Seattle, parfois dans des lieux inattendus, comme dans cet hôtel au bord de l'eau. Le 21 août 1964, les Beatles viennent se produire à Seattle et passent la nuit dans cet hôtel. Avant le concert, les 4 musiciens sortent la tête par la fenêtre de leur suite au 2e étage, munis de cannes à pêche. Une photo est prise et elle fait rapidement le tour du monde. La suite 272, dans laquelle ils ont séjourné, a depuis été rebaptisée la Beatles Suite. Les Beatles n'ont jamais voulu monter tout en haut de la Space Needle. George Harrison aurait affirmé préférer la vue d'en bas. Il est vrai que les attractions ne manquent pas dans les rues de Seattle. L'été, beaucoup d'enfants s'amusent sous les jets de l'International Fountain. Comme la Space Needle, cette fontaine a été construite à l'occasion de l'Exposition universelle de 1962. Elle a été modernisée dans les années 90 par le même cabinet d'architectes qui a créé les fontaines du Bellagio à Las Vegas. Comme s'il ne pleuvait pas suffisamment à Seattle, les habitants de la ville viennent s'y faire arroser même quand il fait beau. Les rares jours de temps clair, le sommet enneigé du mont Rainier se distingue à l'horizon. Il domine Seattle du haut de ses 4392 mètres. Certains bureaux du quartier d'affaires ont vue sur son sommet, et même les pilotes de remorqueurs peuvent apercevoir cette montagne volcanique depuis Elliott Bay. Le mont Rainier est très fréquenté par les alpinistes, mais il est aussi très dangereux. Il compte davantage de glaciers que les autres montagnes des États-Unis continentaux. Plus de 90 personnes sont mortes en essayant d'atteindre le sommet. Seattle est cerné de tous côtés par des paysages spectaculaires. Au nord se dresse le mont Baker, haut de 3286 mètres, le 2e sommet le plus élevé de la chaîne des Cascades. À l'ouest, les pics escarpés du parc national olympique pointent souvent au-dessus des nuages. Les habitants de Seattle sont de grands amoureux de la nature. Ils partent en expédition à la première occasion. À 50 km au sud-est de Seattle, une montagne de basse altitude a conquis le cœur des habitants de la région, le mont Sai. Un sentier de 6 km permet d'accéder au sommet. Cette montagne de granit n'est pas seulement connue des habitants du détroit de Puget. Elle l'est aussi des fans de la série Twin Peaks. Le mont Sai est présent dans le générique et dans certains épisodes. Twin Peaks est filmé dans plusieurs villes de la vallée, notamment à North Bend. Près de 100 000 personnes viennent ici chaque année. Du sommet, la vue sur Seattle et le lac Washington est spectaculaire. En raison du nombre de montagnes autour de Seattle, il n'est pas rare que les randonneurs se perdent ou se blessent dans des endroits reculés. Ils sont secourus par l'une des unités d'intervention les plus performantes du pays, dont la base se trouve à quelques minutes de là.
Il est 14 heures. Et sur l'île Whidbey, au nord-ouest de Seattle, les sauveteurs de la SAR, la brigade d'intervention, se préparent à décoller d'une base aérienne de la marine américaine. Cette unité intervient à bord d'hélicoptères Black Hawk, reconnaissables à leur couleur orange et blanc. Cette base aérienne est très fréquentée. Elle abrite aussi la plus grande flotte de Growlers du pays. Ces avions sont spécialement équipés pour la guerre électronique visant à exploiter les ondes électromagnétiques du camp adverse. Des Boeing Poseidon P-8 et des Lockheed P-3 Orion décollent aussi de cet aérodrome. Ces avions de patrouille maritime sont utilisés pour des missions de reconnaissance dans le monde entier. Si les pilotes de la base se retrouvent en difficulté en vol, les membres de la SAR peuvent intervenir en quelques minutes, 24 heures sur 24. Cependant, ce type d'intervention reste rare. La majeure partie du temps, la SAR intervient en renfort des équipes locales pour secourir les randonneurs blessés ou les bateaux en détresse dans le détroit. Aujourd'hui, cette unité doit se livrer à un exercice au nord de Seattle. Cette formation rocheuse est l'entrée d'un ancien volcan. La SAR a choisi ce site pour s'entraîner à secourir des grimpeurs. Un hélicoptère ne peut pas atterrir sur une paroi rocheuse à pic comme celle-ci. Il doit rester en position statique à quelques mètres de la paroi pour permettre à un médecin de descendre en rappel et de remonter le blessé. Maintenir un hélicoptère Black Hawk si près de la montagne est une manœuvre extrêmement difficile, réservée à des pilotes d'élite. Au moindre écart, les pales de l'hélice risquent de toucher la paroi et l'hélicoptère pourrait s'écraser. Dès que le médecin suspendu au câble donne le signal, le pilote peut s'écarter du rocher. Cette unité se tient prête à toutes les opérations de sauvetage possibles dans cette région du Pacifique, sur terre comme en mer. Au-dessus d'un canyon à proximité, l'équipe va s'entraîner à secourir des blessés au fond d'une crevasse. Les membres de la SAR savent descendre en rappel à plus de 60 mètres. Pour ne pas les mettre en danger, le pilote doit rester en position directement au-dessus de la faille. Sur un glacier, les vents violents et les conditions imprévisibles rendraient l'opération encore plus dangereuse. Si l'appareil faisait un écart de seulement quelques mètres, le médecin et le blessé seraient projetés contre la paroi rocheuse. Voilà pourquoi les coéquipiers restés à bord surveillent l'opération de près. Cette unité de la SAR intervient environ 6 fois par mois. Mais elle ne secourt pas que des randonneurs ou des alpinistes. Lorsque des bûcherons se blessent en pleine forêt, c'est aussi la SAR qui leur porte secours. En quelques minutes, la brigade d'intervention est capable de déployer une équipe pour descendre en rappel entre les arbres et remonter le blessé afin de le conduire au plus vite à l'hôpital. Ces opérations de sauvetage sont toujours spectaculaires. Elles font partie du quotidien de cette unité d'élite, entraînée à intervenir partout et en toutes circonstances dans une région imprévisible. Aujourd'hui, l'informatique, le café et les nouvelles technologies sont les moteurs de l'économie de Seattle. Mais c'est dans la fourrure que les premiers colons de la région ont fait fortune. Le musée en plein air de Fort Nisqually présente une réplique partielle d'un poste de commerce de fourrure qui appartenait à la compagnie de la baie d'Hudson.
Fort Nisqually a été la première colonie européenne du détroit de Puget, longtemps avant la fondation de Seattle. Cerné de palissades et dominé par des tours de garde, le fort conservait en lieu sûr des milliers de peaux de castor et de ratons laveurs. Elles étaient entreposées ici avant d'être expédiées vers New York, puis l'Europe. Dans ce musée de plein air, 2 bâtiments sont d'origine. Celui-ci, The Granary, qui signifie la grange, est le plus ancien de l'État de Washington. Lors de la fondation de Fort Nisqually, le site de l'actuel Seattle fait l'objet d'une querelle de territoire. En 1846, les États-Unis et la Grande-Bretagne trouvent un accord. Ils signent un traité qui établit la création d'une frontière au niveau du 49e parallèle. Elle constitue désormais la frontière entre les États-Unis et le Canada. Après la signature du traité, des colons envahissent la région. C'est le début du développement de Seattle. L'une des premières colonies s'installe ici, à Alki Point, devenue depuis West Seattle et réputée pour ses plages. Une famille de colons débarque ici à l'automne 1851. La côte est encore très sauvage. Leurs réserves de nourriture sont pillées par des moufettes et la famille se retrouve en manque de vivres. L'hiver froid et pluvieux qui s'ensuit finit par avoir raison de leur optimisme. À la fin du printemps, ils sont déjà partis s'installer plus à l'est, le long de la baie, là où se trouve le centre-ville actuel. À l'époque, toute la région est recouverte de grands arbres millénaires. Aujourd'hui, seules de rares zones préservées conservent ce caractère sauvage. Sur la rive ouest du lac Washington, cette péninsule protégée abrite la plus importante concentration d'arbres anciens autour de Seattle. Certains ont plus de 200 ans. Cette forêt est composée de pins Douglas, de pruches de l'ouest, de cèdres et d'érables. Ici, le temps semble s'être arrêté. Ailleurs, il n'y a plus beaucoup d'arbres. Les colons ont tout déboisé pour profiter des richesses naturelles qui s'offraient à eux. En 1851, un certain Henry Yesler arrive de l'Ohio avec le rêve d'ouvrir une scierie fonctionnant à la vapeur. Il l'a fait construire au bord de l'eau. Pour acheminer les troncs d'arbres vers la scierie, les ouvriers les font rouler le long d'un sentier en pente. Ce sentier est désormais une rue du centre-ville, baptisée Yesler Way, en l'honneur du fondateur de la scierie. C'est un colon surnommé Doc Maynard qui serait à l'origine du nom de la ville de Seattle. En 1852, il aurait convaincu ses compagnons de donner à la nouvelle colonie le nom d'un chef amérindien nommé Seattle. Chaque année, des membres de la tribu locale des Suquamish rendent hommage à leur ancien chef lors d'une grande fête de 3 jours intitulée « Les Journées du chef Seattle ». Lors de cette fête, de jeunes Amérindiens participent à des courses de pirogues pour l'amour du sport, mais aussi par respect de la tradition. Le déboisement qui a accompagné le développement de Seattle a contraint beaucoup d'Amérindiens à quitter leurs terres. Aujourd'hui, l'industrie du bois reste un pilier de l'économie dans tout l'État de Washington. À quelques kilomètres au nord-ouest de Seattle, un remorqueur traverse lentement le bras de mer. Il ne remorque pas une péniche, ni ne guide un paquebot de croisière à l'entrée du port. Il fait ce que les bateaux font à Seattle depuis plus d'1 siècle. Il traîne dans son sillage une cargaison de bois destinée à être vendue. Cette cargaison doit être livrée au port d'Everett, au nord de Seattle. Au XIXe siècle, ces convois maritimes étaient très fréquents. Aujourd'hui, une seule compagnie effectue encore ces opérations de remorquage.
Ces précieuses cargaisons de bois étaient la cible privilégiée de pirates qui cachaient leur butin dans les nombreuses criques du détroit. Ces convois étaient faciles à attaquer car ils ne se déplacent pas vite. Celui-ci avance à 1 ou 2 nœuds seulement. Le transport par la route serait certes plus rapide, mais il faudrait 150 poids lourds pour acheminer une telle quantité de bois. La plupart de ces cargaisons maritimes sont livrées au port d'Everett. Une fois le bois déchargé, les troncs sont débarrassés de leur écorce. L'État de Washington est le 2e producteur de bois du pays et la ville de Seattle est entourée de scieries. Une fois le bois découpé, la sciure est conservée et chargée dans des camions. Elle sera vendue à des papeteries pour faire de la pâte à papier. Les machines à bois ont beau avoir beaucoup changé depuis 150 ans, cette industrie fait toujours partie du quotidien de Seattle. Elle est d'ailleurs liée indirectement à une autre activité florissante de la région, l'aérospatiale. Au sud du centre-ville se trouve l'aérodrome de Boeing Field. Il porte le nom d'un riche producteur de bois de Seattle, William Edward Boeing. Boeing fait son premier voyage aérien en 1915 et il se prend de passion pour l'aviation. Il décide d'utiliser sa fortune pour concevoir des avions. Son premier appareil, un hydravion monomoteur, décolle le 15 juin 1916 au-dessus de Seattle. La même année, il ouvre son entreprise dans cette grande maison rouge, la Boeing Airplane Company. Elle accueille désormais le musée de l'aviation qui se trouve au sein de l'aérodrome. Ce musée possède la plus importante collection d'avions Boeing au monde, et notamment le tout premier 747, au numéro de série 001. Au cours des années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise connaît un formidable essor grâce à la construction de milliers d'avions militaires et civils. Seattle bénéficie de cette impulsion économique qui conduit rapidement à une pénurie de logements. De nombreux ouvriers doivent habiter sur des péniches de fortune, comme les ouvriers du bois et les pêcheurs l'ont fait avant eux. Dans les années 1930, il y a près de 2000 péniches et maisons flottantes tout autour de Seattle. Aujourd'hui, il ne reste que quelques villages flottants isolés, comme celui-ci, sur le lac Union. Certaines maisons flottantes apparaissent dans la comédie romantique de 1993, Nuit blanche à Seattle, avec Tom Hanks et Meg Ryan. Dans le film, Tom Hanks vit avec son fils Jonah sur cette maison flottante amarrée sur la rive ouest du lac Union. Ces résidences n'ont rien d'habitation de fortune aujourd'hui. Le développement des sociétés informatiques et l'arrivée d'acheteurs étrangers à Seattle ont créé une nouvelle pénurie de logements. Et les prix de l'immobilier grimpent désormais à la vitesse de l'éclair. Beaucoup de maisons flottantes sont devenues des habitations de luxe et se vendent l'équivalent de plusieurs millions d'euros. Seattle est une ville organisée autour de l'eau et les habitants ne manquent pas d'imagination pour en profiter chaque jour. Ils font de l'aviron sur les cours d'eau, du kayak sur les canaux ou encore de l'hydravion sur les lacs. Cette pilote d'hydravion vole tous les jours de l'année quand le temps le permet. Il est 16 heures et elle se prépare à quitter la petite base de Roche Harbor sur l'île de San Juan. Son travail consiste à transporter les habitants et les touristes entre la ville et les îles du détroit. Elle a même customisé son hydravion en noir et blanc, ce qui le rend reconnaissable entre tous. Elle a parfois la chance d'apercevoir des orques en survolant le détroit de Puget.
Cette espèce est de plus en plus menacée autour de l'archipel de San Juan. Afin de sensibiliser l'opinion publique à la disparition des orques, la pilote a récolté des fonds pour repeindre son appareil aux couleurs des cétacés. Des milliers de personnes peuvent ainsi voir cette orque volante survoler la ville avant d'atterrir au ponton de Kenmore Air sur le lac Union. Lors de la colonisation de Seattle, le lac Union porte alors un nom amérindien donné par les Duwamish qui vivent sur ses rives. En 1854, un certain Thomas Mercer propose de le rebaptiser lac Union, le lac de l'Union. Il pense que les lacs et les baies de Seattle seront un jour reliés au détroit de Puget par des canaux. Il faudra attendre plus de 50 ans pour que sa vision se concrétise. En 1934, le canal du lac Washington et ses écluses sont inaugurés. Ils permettent de circuler entre les eaux douces du lac et les eaux salées du détroit. L'été, ces écluses sont constamment empruntées par les bateaux de plaisance qui accostent dans le détroit. Les bateaux de pêche y passent également pour rejoindre le hangar des pêcheurs situé dans Salmon Bay. L'hiver, cette marina d'eau douce accueille jusqu'à 400 bateaux de pêche commerciale. À l'approche de l'été, ils se dirigent presque tous vers les eaux riches mais dangereuses de l'Alaska pour pêcher le saumon et le colin. Cette statue rend hommage à près de 700 pêcheurs de Seattle disparus en mer. Ce port d'eau douce n'existe pas à la fin du XIXe siècle, car les lacs et les baies ne communiquent pas avec la mer. Le génie civil doit entreprendre des travaux d'envergure pour ouvrir les voies de navigation. La première étape du projet consiste à relier le lac Washington à Portage Bay, sur le lac Union, en creusant un chenal profond baptisé Mount Lake Cut. Les ingénieurs creusent un autre chenal important, le Fremont Cut, pour relier le lac Union à une petite baie d'eau salée, Salmon Bay. Enfin, ils construisent d'énormes écluses à l'entrée du détroit de Puget, car le niveau de l'eau des lacs est plus élevé de 6 mètres. Ces écluses, nommées Hiram Chittenden ou écluses de Ballard, sont conçues pour empêcher que l'eau douce des lacs ne soit contaminée par l'eau salée. Beaucoup les utilisent désormais comme un pont pour franchir le canal à pied. Aujourd'hui, il serait difficile d'imaginer Seattle sans ce canal et ses écluses. Tout comme il serait difficile d'imaginer la vie estivale sans un événement hebdomadaire baptisé Duck Dodge, ce qui signifie esquiver le canard. Il est presque 19 h et les voiliers sont de sortie sur le lac Union. Tous les mardis soirs pendant l'été, ils se retrouvent ici par centaines à l'occasion d'une régate pour le moins originale. Les bateaux de toute taille sont acceptés, mais ils doivent impérativement respecter 12 règles. Par exemple, il est interdit de percuter un autre voilier. Ou encore, toutes les bouées doivent être à bâbord au moment de virer. La règle numéro 10 a de quoi faire sourire. Les participants doivent suivre le règlement. Tout comme la règle numéro 12. Un bateau ne doit jamais faire dévier un canard de sa trajectoire, mais l'esquiver. C'est de là que la régate tient son nom. Elle est une tradition à Seattle depuis 1974 et se tient chaque année dans un esprit bon enfant. Au-delà de la compétition, cette course est surtout l'occasion de passer du temps sur l'eau, entre amis ou en famille, et de s'amuser.
Voilà sans doute pourquoi aucun équipage ne semble pressé d'arriver. L'événement attire toujours les foules, notamment à Gasworks Park. Les chaudes soirées d'été, quand le ciel est clair, tout le monde en profite. À la fin de la régate et après l'annonce du vainqueur, la fête peut commencer. Tandis que le soleil décline sur Elliott Bay, beaucoup d'habitants de Seattle terminent leur journée de travail comme ils l'ont commencé, à bord d'un ferry. D'autres restent dans le centre-ville et se rendent sur un site coloré aux allures futuristes. Ce jardin de verre s'étend au pied de la Space Needle. L'artiste à l'origine de ces formes photogéniques est une célébrité à Seattle, Dale Chioli. Depuis les années 60, il expérimente de nouvelles techniques de verrerie qui lui ont permis de créer des formes surprenantes. Il est célèbre dans le monde entier pour ses sculptures visibles à Seattle, Las Vegas ou encore Dubaï. Ses œuvres ressemblent à des plantes délicates et sont donc parfaitement à leur place dans ces jardins urbains. La serre abrite une sculpture rouge et orange de plus de 30 mètres de long. Quand le soleil se couche, la couleur des œuvres change et offre un spectacle éblouissant. Tous les soirs, la ville s'illumine de 1000 couleurs, et notamment les quais historiques de Seattle. Autrefois, ces quais étaient pris d'assaut par les chercheurs d'or venus faire fortune dans le Klondike. Aujourd'hui, une grande roue est visible à des kilomètres à la ronde. Mais les lumières les plus célèbres de Seattle sont sans doute celles-ci. Une map monde colorée en rotation permanente depuis 1948. Elle faisait la promotion du plus ancien journal de la ville, le Seattle Post-Intelligencer. En 2009, le journal publie sa dernière édition papier. Il se consulte aujourd'hui exclusivement par Internet. Mais la map monde lumineuse, elle, est restée. « 24 heures dans le ciel de Seattle sont un régal pour les yeux. C'est aussi l'occasion de découvrir pourquoi cette ville est l'une des plus actives des États-Unis. Que les habitants acclament leurs équipes locales préférées, naviguent sur les lacs, ou bravent des hauteurs vertigineuses, ils font vibrer la ville 24 heures sur 24. À Seattle, les jours se suivent et ne se ressemblent jamais.